Mais qu'est-ce qui se passe? Alice, tu veux bien regarder sur Internet si on trouve une explication à ces vibrations? Ça va abîmer la machine, ça. Alors, les causes des vibrations dans la machine à laver. Parfois, le linge peut provoquer ce qu'on appelle un balourd. C'est quoi un balourd? Qu'est-ce qu'un balourd? Mais voilà, maman, il y a une vidéo qui explique. Mais qu'entend-on par balourd? Un balourd est par définition une répartition irrégulière de la masse d'un rotor lors de sa rotation autour d'un axe. Ce phénomène cause des vibrations qui peuvent à terme provoquer des dégâts importants et parfois même irréversibles dans les machines tournantes. C'est pourquoi il est important de rééquilibrer les rotors. L'équilibrage est le procédé qui vise à compenser cette mauvaise répartition par l'enlèvement ou l'ajout de masse connue en des endroits déterminés du rotor. Comme vous le savez certainement, un rotor est une pièce qui tourne autour d'un axe fixe. Les rotors sont omniprésents dans notre quotidien. On les retrouve par exemple dans les machines à laver, les réacteurs d'avion, les turbines, les disques durs de PC, les drones, les hélicoptères et dans bien d'autres machines, qu'ils soient très petits ou très grands. Ces rotors sont montés sur des paliers qui permettent de les faire tourner. Ce sont ces mêmes paliers qui encaisseront les vibrations engendrées par le balourd. Des vibrations trop importantes provoqueront des dégâts au dispositif. Afin d'illustrer l'impact du balourd sur les paliers, nous avons réalisé une expérience à l'aide d'un ventilateur. Dans un premier temps, nous pouvons voir que notre ventilateur est équilibré et tourne sans engendrer de vibrations qui seraient néfastes pour les paliers. Ensuite, une fois qu'une masse, en l'occurrence ici une petite vis, est ajoutée sur l'une des pales, on voit que le rotor n'est plus équilibré, étant donné que la masse n'est plus symétriquement répartie. Nous observons dès lors qu'un rotor déséquilibré va causer des vibrations qui ne sont rien d'autre que des forces de balourd. Ces dernières vont dégrader les paliers et par conséquent auront un effet destructeur sur la machine tournante. Mais comment limiter ces efforts dans les paliers? Grâce aux techniques d'équilibrage. Il faut savoir qu'il y a deux types de déséquilibre. Le déséquilibre statique et le déséquilibre dynamique. Le balourd statique se produit quand une masse ponctuelle est venue s'ajouter d'un côté du rotor. La masse n'est alors plus symétriquement répartie et le centre de masse ne se trouve plus sur l'axe de rotation. Ce type de balourd est dit statique car si aucun mouvement ne lui est donné, c'est-à-dire qu'on le laisse libre, le rotor tournera tout de même pour rejoindre sa position d'équilibre. Prenons l'exemple d'une roue de vélo qui est relativement équilibrée mais qui possède tout de même un défaut, une pipette en acier qui engendre un balourd. La masse n'étant pas symétriquement répartie, nous voyons très clairement que lorsqu'on lâche la roue, la pipette se déplace automatiquement vers le bas et s'y arrête. Il n'y a alors pas besoin de faire tourner la roue pour voir ce déséquilibre. Mais faisons d'abord un bref rappel de quelques notions de base avant de comprendre comment se passe l'équilibrage. Commençons avec la première loi de Newton qui énonce que tout corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme à moins que des forces extérieures ayant une résultante non nulle n'agissent sur lui et le contraignent à changer d'état. Cette loi fait intervenir la notion d'inertie, c'est-à-dire la résistance à toute variation de l'état de mouvement. La deuxième loi de Newton lie quant à elle la résultante des forces extérieures à l'accélération du corps, c'est le célèbre F égale ma. Ces deux lois de Newton nous permettent d'introduire la condition d'équilibrage statique. Considérons un rotor cylindrique qui possède un repère inertiel I fixe et qui est soutenu par des paliers. Le rotor possède également un repère X mobile, repère qui suit sa rotation. Nous décidons de placer nos repères tels que le rotor tourne autour des axes X1 et Y1. Le centre de masse du rotor possède des coordonnées en D1, D2 et D3. Pour simplifier la compréhension, nous avons pris la liberté de le positionner dans le plan de X1 afin d'annuler la coordonnée D1. Pour qu'un rotor soit équilibré statiquement, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces doit être nulle et donc que F égale ma doit être égale à 0. Ceci implique donc que l'accélération doit être nulle. Afin d'analyser si cette condition est remplie, nous devons d'abord définir le vecteur position du centre de masse.
Ensuite, nous devons le dériver une première fois pour trouver la vitesse du centre de masse. Et enfin, nous devons le dériver une deuxième fois pour trouver son accélération. Comme dit précédemment, le centre de masse possède des coordonnées en D2 et en D3. Le vecteur position du centre de masse a donc les coordonnées 0, D2 et D3. Comme la rotation se fait selon l'axe x1 à une vitesse angulaire oméga, le vecteur rotation vaut donc oméga 0, 0. Par définition, la vitesse est égale à la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse à l'intérieur de la base mobile, plus le produit vectoriel entre la vitesse angulaire et le vecteur position. C'est une convention. Dans notre cas, la vitesse relative est nulle vu que le rotor est rigide. Aucun point ne se déplace au sein de celui-ci. En multipliant le vecteur oméga et le vecteur position, nous obtenons donc une vitesse valant 0 moins oméga d3, oméga d2. L'accélération du centre de masse est obtenue en dérivant sa vitesse. Nous obtenons simplement la dérivée d'un produit. Néanmoins, le vecteur oméga pointé représente l'accélération de la rotation. Mais comme nous considérons une vitesse de rotation constante, le premier terme s'annule. L'accélération vaut donc le produit vectoriel entre le vecteur oméga et la vitesse qui est égale à 0 moins oméga carré d2 moins oméga carré d3. Et donc, qu'en est-il de la condition d'équilibre statique ? Étant donné que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, nous obtenons F égale 0 moins m oméga carré d2 moins m oméga carré d3. Ceci implique donc que pour être à l'équilibre statique, moins m oméga carré d2 et moins m oméga carré d3 doivent être nuls. Donc, pour que le rotor soit équilibré et qu'il n'y ait pas de bas lourd, il faut donc que D2 et D3 soient nuls. Ceci revient à dire que le centre de masse doit se trouver sur l'axe de rotation. Afin de représenter l'équilibrage statique, nous avons réalisé une expérience avec un disque diamanté. Le disque est un rotor très fin. Le déséquilibre ne se produira que sur un seul plan. Dans un premier temps, le disque est tout d'abord équilibré et tourne tout à fait normalement. Nous allons ensuite ajouter 2 boulons d'un côté du disque, ce qui va automatiquement le déséquilibrer et causer le bas lourd, car le centre de masse est excentré. Lorsque nous le faisons tourner, le disque tremble et les vibrations dues au bas lourd créé engendrent des nuisances sonores. La solution pour que la masse soit à nouveau symétriquement répartie est de prendre un des 2 boulons et de venir le placer à l'opposé. S'agissant bien d'un bas lourd statique, une masse suffit pour rééquilibrer le rotor. En effet, lorsque nous enclenchons à nouveau la foreuse, le disque tourne tout à fait normalement et ne vibre plus. Le bas lourd a dès lors disparu. Mais il faut savoir que dans la vie réelle, les bas lourds ne sont bien souvent pas statiques, mais dynamiques. Un bas lourd dynamique apparaît quand l'axe de rotation ne coïncide pas avec un des axes principaux d'inertie du rotor. Mais qu'est-ce qu'un axe principal d'inertie ? Pour le comprendre, nous devons d'abord voir quelques notions. Tout d'abord, le moment d'inertie d'un corps mesure son inertie de rotation, c'est-à-dire sa résistance à toute variation de sa vitesse angulaire. Le moment d'inertie d'un corps dépend de sa masse et de sa géométrie. Il ne s'agit donc pas d'un scalaire comme dans l'inertie de Newton, mais bien d'une matrice 3x3 appelée matrice d'inertie. Il existe un système d'axes appelé axes principaux d'inertie dans lequel cette matrice est diagonale. Tout corps possède un tel système d'axes. Ceci étant défini, revenons maintenant aux techniques d'équilibrage dynamique. Pour qu'un rotor soit équilibré dynamiquement, l'équation de l'air nous dit que la somme des couples extérieurs doit être égale à 0, c'est-à-dire égale au vecteur h0 pointé, sachant que h est le moment de la quantité de mouvement. La suite du développement sera sensiblement la même que celle de l'équilibre statique, à savoir que l'on cherche non plus la dérivée du vecteur r, mais la dérivée du moment de la quantité de mouvement, qui est h0. h0 est donc égal à x chapeau tilde fois la matrice d'inertie 3x3 fois le vecteur de rotation, oméga 0, 0, ce qui donne finalement le vecteur oméga i11, oméga i21 et oméga i31. En dérivant h, on obtient que h pointé est égal à x chapeau tilde fois i fois oméga pointé plus oméga vectoriellement h. La vitesse angulaire étant constante, le premier terme disparaît. Mais donc, qu'en est-il de la condition d'équilibrage dynamique ?
Étant donné que la somme des couples est égale à 0 moins oméga carré I3,1 moins oméga carré I2,1, pour avoir un équilibre dynamique, il faut que I3,1 et I2,1 soient nuls, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de couple entre la direction de rotation 1 et les axes 2 et 3. Cela signifie, en d'autres termes, que pour qu'il n'y ait pas de bas lourd au niveau dynamique, il faut que l'axe principal d'inertie, l'axe 1 dans ce cas-ci, se trouve sur l'axe de rotation. À noter que l'équilibre statique doit évidemment aussi être vérifié. Pour expliquer l'équilibrage dynamique, analysons cette expérience avec un rouleau de peinture. Le but de l'expérience est d'obtenir un équilibrage dynamique en ajoutant deux masses dans deux plans distincts. Initialement, notre rotor, donc le rouleau de peinture, est parfaitement équilibré. On simule un bas lourd dynamique en ajoutant 3 boulons. Un pour décaler le centre de gravité de l'axe de rotation, et les deux autres pour faire en sorte que l'axe principal d'inertie ne coïncide plus avec l'axe de rotation. L'équilibrage se fait par l'ajout de deux masses, un boulon et deux autres attachés ensemble, dans deux plans différents. En faisant cela, on assure que la somme des couples soit égale à 0, et donc qu'il n'y ait plus de bas lourd dynamique ni statique. Voyons un exemple encore plus concret de l'équilibrage dynamique, l'équilibrage des pneus. Regardons ces photos que nous avons prises dans un garage. On peut voir que l'ordinateur indique un déséquilibre et donc la nécessité d'ajouter une masse de 30 grammes dans un plan et une masse de 110 grammes dans l'autre. On voit donc que les garagistes ont mis dans la roue des plombs de part et d'autre de la jante. Mais donc, que se passe-t-il dans une machine à laver? Pour le comprendre, nous avons démonté une vieille machine à laver. Le rotor, donc le tambour de la machine, vibre à cause du déséquilibre engendré par le linge. Les vibrations sont communiquées au support de tambour, transmises à la structure de la machine, mais réduites par l'intermédiaire de ressorts et suspensions. Regardons ces animations qui permettront de comprendre le phénomène plus visuellement. On peut voir une machine déséquilibrée qui vibre. Si on analyse le graphique du déplacement du support de tambour en fonction du temps, on aperçoit clairement des oscillations dues au bas lourd. Ces oscillations ne sont plus présentes lorsque la masse du linge est symétriquement répartie. La machine ne vibre donc plus. Pour éviter que vos machines ne se détériorent, il faut donc bien la charger, et ce, de façon homogène, afin que le linge ne provoque aucun effet de bas lourd. Investir dans une machine à laver qui possède un système anti-bas lourd à billes peut également être une solution. Ok, je comprends mieux. Je vais essayer de faire ça alors. Ok.